Bonjour à Bonjour à tous tous. et bienvenue pour ce nouveau talk. Eh bien, nous allons commencer. Comme d'habitude, je fais un petit peu le préambule et je laisse la parole à nos invités et à Jean-François. Donc aujourd'hui, on est sur un thème concernant plutôt les collectivités, donc les villes et les plus petites villes, donc sur tout ce qui est territoire, vélo et territoire, et on va voir quels sont aujourd'hui les différences. Est-ce que c'est le même combat, notamment sur le plan vélo et de la mobilité? Aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir deux invités pour nous accompagner sur ce thème-là. Donc, j'aurai l'honneur d'avoir Claire Barito. Donc, Claire, elle se présentera parce qu'en plus, elle a un nouveau poste avec une nomination Aujourd'hui. aujourd'hui même. Et Thibaut Quéré de la Fédération des usagers de la bicyclette. Pareil, je te laisserai te présenter à la suite de ça. Avant de laisser la parole à nos invités, à Jean-François, je rappelle que vous avez en bas à droite normalement de votre écran, alors vous avez déjà la possibilité de vous présenter, parce que c'est toujours intéressant, même s'il n'y a que nous qui parlons, vous pouvez vous présenter et dire d'où vous venez. Et en plus de ça, durant le talk, vous avez la possibilité de vous poser vos questions. Vous avez un onglet exprès pour ça, et donc on reviendra à la fin du talk pour justement poser des questions à nos intervenants durant le talk. Donc n'hésitez surtout pas, c'est important d'échanger sur ce thème-là aujourd'hui. Je laisse la parole à Jean-François. Encore merci d'être si nombreux. Et à toi. Merci Camille. Oui, avant de commencer sur quelques news, on va laisser Claire et Thibaut se présenter rapidement et puis après on enchaînera. Donc bienvenue Claire et je vous laisse nous annoncer aussi cette nouvelle organisation qui a été publiée aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-François. Bonjour à tous. Donc Claire Barito. Alors effectivement, depuis hier en Conseil des ministres, Marc Papinutti a été nommé directeur général des infrastructures du transport et des mobilités. C'est important d'avoir inscrit dans le nom de la DGTM, la Direction générale au sein de l'État, qui est en charge des transports, des mobilités terrestres. Donc dans le terrestre, on comprend le volet multimodal routier, ferroviaire, fluvial et portuaire. Hein, c'est large le terrestre. Donc c'est important d'avoir inscrit dans le titre de cette direction générale les mobilités 2 ans après la LOM. Donc on en reviendra tout à l'heure sur le sujet quand je prendrai la parole. Et donc depuis ce jour, au journal officiel, donc rattaché au directeur général, j'ai en charge la sous-direction multimodalité, innovation numérique et territoire, qui coordonne l'agence d'innovation pour les transports d'un point de vue terrestre. Merci. Merci Claire. Et Thibaut? Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un petit peu plus court. Thibaut Quéré, je suis responsable du plaidoyer, donc de l'activité de représentation externe et institutionnelle de la Fédération française des usagers de la bicyclette, donc une fédération associative qui fédère un réseau de plus de 465 associations et antennes d'associations pro-vélo partout en France et qui joue un rôle important de porte-parole aussi de la cause vélo en France, dans la défense à la fois des intérêts des cyclistes et la revendication d'un système vélo à l'échelle nationale et de tous les territoires en France pour développer la pratique du vélo en lien avec l'État et les collectivités. Merci Thibaut. Je vais commencer rapidement par vous partager quelques nouvelles avant de laisser très vite la parole à Claire. Quoi de neuf dans notre environnement? On a parfois des clients dont on est plus fier que d'autres et on accompagne depuis maintenant quelques mois la Fondation de Nice, qui est une grande fondation avec quelques centaines de collaborateurs qui sont là pour aider les personnes en difficulté dans la région niçoise, qui a choisi d'équiper ses collaborateurs de vélos asphalte et on en est très fiers. C'est une entreprise reconnue d'utilité sociale et qui fait vraiment sens dans notre développement. Et on va avoir un petit peu de communication dans les jours à venir avec eux. On est très fiers de les accompagner. On a livré les premiers vélos il y a quelques semaines et ce sont quelques dizaines de salariés qui sont déjà équipés.
Vous le savez, chez Asphalt, on a une offre assez large, que ce soit sur les vélos pour accompagner l'entreprise, que ça passe du vélo collaborateur au vélo professionnel ou au vélo de courtoisie que l'on met à disposition de clients, notamment dans les centres auto comme véhicule de remplacement. Asphalt, c'est aussi c'est aussi une plateforme qui s'appelle Arambert, de la technologie et des services pour les entreprises. Et cette plateforme, elle prend aussi son envol. Donc avec Arambert, vous avez, vous en tant qu'entreprise, en tant que distributeur d'offres de services de mobilité en entreprise, la possibilité de monter votre propre offre à vos propres couleurs pour distribuer des cycles en location longue durée ou pas, d'ailleurs, auprès du B2B. On a une offre de catalogue en marque blanche, on a de la technologie en gestion de flotte, on a une offre de leasing et un côté qui prend aussi beaucoup d'ampleur, c'est toute notre capacité d'achat et d'approvisionnement de produits et de services. Donc, si vous avez besoin d'opérer, on est des spécialistes du cycle, mais donc de vous fournir en vélo, de 1 à des centaines de vélos, de vous fournir en prestataire pour en opérer la maintenance, la livraison, le stockage, etc. Notre plateforme Arambert est là pour ça. Et on a 2 nouveaux partenaires qui nous ont rejoints ce mois-ci, Mobilize et MyVie, qui sont à la base des distributeurs de voitures, spécialement en location longue durée, qui intègrent notre offre, pour le coup, en marque blanche. Donc, quand vous allez sur MyVie et que vous cliquez sur vélo, ben, vous êtes en fait chez Arambert et la plateforme qui propulse également Asphalt, et c'est pareil chez Mobilize. Donc, on est très heureux de pouvoir étendre l'accessibilité à notre offre à travers également de nouveaux opérateurs. Et il y en a pas mal d'autres qui vont nous rejoindre dans les semaines qui viennent. On vous tiendra informé. Pour terminer, je fais toujours ma petite blague, ce n'est pas un QR code pour votre passe sanitaire, c'est pour pouvoir gagner des vélos et c'est pour pouvoir nous aider à déployer des vélos dans votre entreprise. Donc, vous pouvez scanner ce QR code, on vous mettra le lien à la fin du talk, mais vous pouvez le scanner tout de suite. Ça vous permet de vous identifier en tant qu'ambassadeur de l'offre Asphalt dans votre entreprise pour aider à son déploiement. Et en devenant ambassadeur, vous aurez la chance de gagner un de ces 2 beaux vélos, un vélo Cowboy ou un vélo Voltaire. J'en ai fini pour la page promo et je vais laisser la parole à Claire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour venir nous partager ce positionnement et puis les enjeux que l'on peut avoir entre les grandes agglomérations et le reste des territoires autour de la mobilité. Claire a une vue très globale, bien au-delà du vélo. Et donc, on rentre dans notre webinaire sur une vue assez globale et on zoomera sur le constat justement avec le baromètre de la situation à propos du vélo avec Thibaut juste après. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, bien, merci d'avoir rappelé que j'aurais une vision, je vais présenter une vision nationale et aussi multimodale. Donc, d'abord, j'aimerais repartir d'une actualité. C'est la sortie du 2e rapport du GIEC, qui est sans appel. Je ne sais pas si vous avez pu le lire. Il est très volumineux, plus de 6000 pages. Donc, surtout, ce que je peux vous conseiller, c'est surtout lire le résumé, qui est intéressant. Et qui est sans appel et montre l'impact, ce 2e rapport par rapport au premier qui est sorti cet été. Ce 2e rapport est davantage sur l'impact du réchauffement climatique, l'impact au niveau juste après la compréhension du système climatique et du changement climatique, l'impact sur la société, sur son modèle socio-économique. Le premier rapport qui est sorti à l'été faisait aussi le constat sans appel que nous ne pourrons pas aller en dessous de 1,5 degré de réchauffement climatique en 2050. Donc c'est énorme, c'est les conclusions de ces scientifiques qui est sans appel et pour eux maintenant, s'il y avait encore des climato-sceptiques, je pense que c'est terminé. Maintenant, clairement, le lien est établi entre l'impact des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine et le réchauffement climatique. Et donc, ce réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il induit? Il induit déjà la montée des eaux, ça c'est inéluctable, mais aussi la fonte des glaces, c'est irréversible, c'est ce que nous dit le rapport, et qu'il va y avoir de plus en plus une intensité de chaleur importante
Ils prennent comme exemple, typiquement, si on atteint 4 degrés, ce qu'on ne souhaite pas du tout, de réchauffement climatique, si on atteint plus 4 degrés en moyenne de réchauffement climatique, cela induirait en France, sur la majeure partie du territoire, des étés à 50 degrés. Des étés à 50 degrés, vous imaginez. Et une fréquence plus importante de pluies diluviennes, de sécheresse, de périodes de sécheresse, de tempêtes, etc. Donc on a un fort enjeu à diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Or, depuis 1990, donc tous les secteurs ont diminué leurs émissions à gaz à effet de serre, on peut s'en féliciter, tous sauf le secteur des transports. Donc là, moi, en tant que ministère du Transport, je suis un peu chagrinée, beaucoup chagrinée par ce constat. Et depuis 1990, il y a eu augmentation en France de 9% d'émissions de gaz à effet de serre. Le secteur des transports, comme vous le savez sûrement, est le premier émetteur de gaz à effet de serre avec un pourcentage de 31%. 94% est lié au mode routier, et 4,4% est lié au mode aérien. Sur les 94% du mode routier, on pourrait se penser qu'avec les marchandises qui sont de plus en plus mobiles, on va dire, ça pourrait être la première cause, mais eh bien non, ce sont pour plus de la moitié dû à la circulation de véhicules particuliers individuels. Et donc en 2019, la loi d'orientation des mobilités a été une boîte à outils créée pour les territoires, pour les acteurs économiques, afin d'offrir une mobilité alternative aux véhicules individuels particuliers thermiques. Alors d'abord, il y a eu le plan vélo qui a été largement médiatisé, mais aussi accompagné. Et j'en remercie très fortement les collectivités ainsi que les entreprises qui se sont lancées dans cette dynamique, avec l'ambition pour 2024 de tripler la part modale du vélo et d'ici 2030 de la quadrupler. Quadrupler, ça a l'air énorme, c'est-à-dire arriver à 12% de part modale de vélo. Les Allemands, ils sont déjà. Donc, on pourrait considérer que c'est comme un rattrapage. Et je vous l'ai indiqué, on ne peut plus faire machine arrière, étant donné les conséquences que cela a en termes d'émissions de gaz à effet de serre et donc de réchauffement climatique. Donc, le plan vélo a permis, la loi d'orientation des mobilités a permis de financer ce plan vélo avec 350 millions d'euros. Elle a permis tout un tas de mesures, notamment le marquage vélo, pour s'assurer de la sûreté et la sécurisation des vélos. Elle a permis aussi à ce qu'il y ait un nombre plus important dans les trains, qui est près des gares, des lieux de stockage aussi des vélos. Donc, a revu tout un champ, un spectre, pour rendre intermodal le vélo avec d'autres modes de transport dans une logique de complémentarité. À cela, la loi d'orientation des mobilités a ajouté le forfait mobilité durable qui est sorti le 9 mai 2020 afin d'encourager la mobilité durable, multimodale, donc pour que notamment les entreprises puissent rembourser les déplacements à vélo, les déplacements en covoiturage ou d'autres services de mobilité partagée. Et depuis la loi climat et résilience de l'été dernier, il est possible pour les entreprises, il est possible de rembourser jusqu'à 600 € annuels avec un cumul transport collectif. Et s'il n'y a pas de cumul, c'est jusqu'à 500 € annuels. Nous venons de relancer juste maintenant le deuxième baromètre forfait mobilité durable dont nous aurons les conclusions au printemps. Le premier nous indiquait qu'il y avait une bonne dynamique, mais c'était trop peu et la crise sanitaire a malheureusement un peu freiné cette dynamique. Récemment, un député a fait un point sur les entreprises du CAC 40 qui avaient mis en place le forfait mobilité durable et il se trouve qu'il y en a 39% qui l'ont mis en place et 19% qui pensent le mettre en place. Mais cela est encore faible, sachant que voilà, dans les entreprises CAC 40, on peut considérer que les services, notamment RH, ont la capacité de pouvoir accompagner cette dynamique de la mobilité durable. Alors, ce que je voulais vous indiquer aussi, c'est que la loi d'orientation des mobilités a permis d'encourager très fortement le covoiturage. C'est un des deux axes importants du forfait mobilité durable, pour notamment passer d'une part modale de 3% à 9%, la tripler d'ici 2024.
Mais malheureusement, avec les effets de la crise sanitaire, on a eu une grosse chute de 40%. Et actuellement, par contre, on a une belle reprise avec une situation par rapport à avant-crise de 70%. On peut penser que la hausse des carburants en est aussi un des facteurs d'incitation, on va dire, d'incitation au covoiturage. Donc, nous comptons aussi sur vous, collectivités et entreprises, pour inciter à l'usage du covoiturage. Nous avons aussi des plans infrastructures, en particulier pour mettre des voies dédiées au covoiturage. C'est un élément important, mais ça peut pas être le seul. Nous avons en janvier fait un hackathon avec l'Adréal Bretagne et Rennes Métropole, un hackathon citoyen pour inciter au covoiturage. Et c'était intéressant parce que les citoyens ont pris conscience de cet enjeu majeur qui est le réchauffement climatique et qu'ils avaient des moyens entre les mains afin de pouvoir lutter contre ce réchauffement climatique. Je voudrais aussi revenir sur un autre point qui est, alors excusez-moi, j'espère que vous m'entendez toujours bien, mais sinon je vais changer de lieu si vous avez des problèmes de son. Non, on entend toujours bien, ça va. Bien, merci. Donc, ce que je voulais vous indiquer, c'est que nous avons mis en place au niveau national un tableau de bord des mobilités pour voir les évolutions multimodales. Et nous faisons le constat, malheureusement, qu'il y a une hausse du débit routier de l'ordre de 10%, une baisse de l'usage des transports collectifs de l'ordre de entre 7 et 10%, ça dépend, en province, et au niveau francilien, c'est beaucoup plus important, hein. C'est plutôt autour de 15-20%. Il y a aussi l'effet du télétravail. Normalement, si je vous ai donné tous ces chiffres-là, le compte n'y est pas. Il y a une part non négligeable de télétravail, donc on peut s'en féliciter parce que finalement, c'est une démobilité qui supprime des mobilités peut-être qui des fois sont inutiles. Donc c'est important en termes d'engagement aussi sur la sobriété en termes de mobilité. Mais toujours est-il que nous avons un enjeu majeur à convaincre, à mettre en débat au niveau des citoyens la question des mobilités dans le quotidien. La mobilité est souvent oubliée parce que ce qui nous intéresse au quotidien, ce sont les activités. Or, quand on se déplace, c'est souvent pour joindre une activité et non pas pour être une activité en tant que telle. Alors c'est vrai qu'avec le vélo, peut-être que ce changement de paradigme peut être intéressant. Aussi quand on fait du covoiturage, voilà, c'est aussi peut-être échanger de manière plus conviviale qu'être seul dans son véhicule. Et les transports collectifs peuvent aussi amener d'autres activités pendant les trajets. Donc je pense que c'est des points qui sont insuffisamment valorisés. Enfin, le routier existera toujours. On a notamment des territoires, comme le débat est sur petites et grandes métropoles, même combat, on pourrait même dire, et petites villes dans les territoires ruraux, peut-être même combat, point d'interrogation. L'enjeu majeur, c'est de permettre un usage alternatif aux véhicules individuels, mais aussi développer une mobilité solidaire et inclusive. Certains n'ont pas la capacité de se déplacer et doivent refuser des emplois tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se véhiculer ou se déplacer. Et donc, il y aura toujours cette question de la mobilité solidaire. On peut penser que le véhicule électrique est une solution dans des territoires ruraux. Et donc, le gouvernement a mis en place un plan d'implantation de 100 000 bornes de recharge électrique. Ça, c'est sur les axes routiers. Mais j'engage aussi les entreprises à se lancer parce que s'il n'y a pas dans des zones de parking la possibilité de recharge, on ne pourra pas inciter à convertir son véhicule ou à changer avec du rétrofit ou à changer de véhicule pour les particuliers. Et enfin, je voudrais vous poser la question de ce que nous pouvons faire collectivement parce que nous sommes face à un défi qui doit s'incarner dans les territoires. Donc, comme je vous le disais, la loi d'orientation des mobilités, c'est une boîte à outils. Et on est convaincu que chaque territoire a ses problématiques, a son panel d'outils, son bouquet de services qui est intelligent, qui est compatible avec son territoire, mais qui est inventé pour chaque territoire.
Et donc, il y a une complémentarité entre la mobilité active, entre des services de mobilité partagée, entre du véhicule individuel électrique et entre des transports collectifs, notamment dans les zones urbaines denses. Et pour cela, je pense que vraiment, le plan mobilité employeur, le PDME, est un vrai projet d'entreprise sur lequel les entreprises peuvent s'appuyer pour s'inscrire vraiment dans une démarche qualité ou dans un système de management environnemental. Je pense que le management environnemental est la clé pour mettre en débat au sein des entreprises, avec les collaborateurs, ce projet de mobilité qui est une responsabilité non seulement sociétale, mais aussi individuelle de tout un chacun. Voilà, merci beaucoup. Merci Claire. Comme on n'a pas encore, on a aujourd'hui des spectateurs un peu timides qui posent pas tout de suite leurs questions, je vais en poser une première. Est-ce que vous avez déjà des exemples de grandes initiatives ou autres qui fonctionneraient dans les grandes agglomérations et seraient une fausse bonne idée ou une mauvaise idée pour les territoires? Ou à l'inverse, les choses sont assez celles et ça marque. Il y a des retours d'expérience. Alors, j'ai entendu la première partie de la phrase, mais la deuxième, j'ai eu un problème de connexion, j'ai pas très bien entendu. Le problème de connexion, je pense que c'était de mon côté, mais c'était retour d'expérience. Est-ce qu'il y a déjà des retours d'expérience sur ce qui marche pas, en termes de similarité d'action, initiative autour des mobilités, entre les grandes agglomérations et les petites villes? Est-ce qu'il y a des phénomènes communs et des choses assez opposées où ce serait une fausse bonne idée de développer la même chose des deux côtés? C'est très difficile parce qu'on en est vraiment au début de la prise en main des outils ouverts par la LOM. Récemment, donc, le rapport Durand a fait un bilan sur le versement mobilité et sur les usages de mobilité. Il indiquait que voilà, il peut y avoir des services partagés qui sont intelligents sur des grandes agglomérations et d'autres moins. Mais c'est vraiment aussi suivant les habitudes des territoires, suivant qu'on est dans une ville qui est plutôt une ville de service ou une ville industrielle importante avec des horaires décalés. Ce qui peut être intéressant, c'est en particulier quand il y a une ville plus industrielle, donc ça peut être notamment des petites villes moyennes, un peu moins des grandes métropoles, mais bon, c'est davantage des villes moyennes. C'est la question du désorage et donc par exemple le covoiturage quand il y a du désorage, c'est très compliqué à mettre en place parce que ce sont des méthodes d'appariement à un moment. Et donc il faut pouvoir matcher entre des conducteurs et des utilisateurs en faisant donc l'effort de conviction des deux côtés, hein, pour un conducteur d'accueillir une personne qu'elle ne connaît pas et pour un passager de pouvoir se dire quelle que soit la personne qui acceptera, je rentrerai dans la voiture. Mais donc effectivement pour des types d'activités, je dirais qu'en fait ça dépend beaucoup des activités qui se trouvent dans les villes. Si c'est des villes de service, voilà, il y a une sorte de combinaison entre le télétravail, du mode actif et du transport collectif et des services de mobilité partagée. Ça, on voit de plus en plus de retours d'expérience qui sont positifs. En tout cas, on voit bien que les opérateurs de transport sont dans cette logique de créer ce bouquet de services avec des micro-mobilités. Donc, j'inclus dans les micro-mobilités le vélo, la marche et bien, enfin les EDPM, ce qu'on appelle les EDPM, donc les engins de déplacement personnel, les transports collectifs et le télétravail. Donc ça a l'air de marcher dans plutôt des agglomérations, des grandes agglomérations de services. Dans des villes industrielles, voilà, on va être sur d'autres problématiques. Je pense que quand même la mobilité électrique sera une des clés dans ces petites villes industrielles. Très bien. On va laisser les personnes poser leurs questions dans l'onglet questions et revenir avec vous en fin de webinaire. Et on va passer la parole à Thibaut. Et je vais ouvrir ta présentation, Thibaut. Ok.
qui va nous partager une synthèse des résultats du baromètre des villes cyclables. Et Thibaut, je te laisse la parole. Oui, merci, bonjour. Alors attends, j'ai bien la main sur les diapos, parfait. Donc Thibaut Quéret de la FUB. Donc dans mes missions de plaidoyer cette année, j'avais notamment en charge de l'organisation de la 3e édition du baromètre des villes cyclables, et donc j'ai été invité par Asphalt pour pouvoir vous présenter les résultats. Donc je vais faire ma présentation en 4 temps si ça vous va. D'abord revenir rapidement sur ce que c'est que cette enquête, le baromètre des villes cyclables, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. Ensuite passer aux présentations de certains enseignements sur la dynamique, et notamment la dynamique dans les territoires hors grands centres urbains, qui a été principalement une des conclusions principales de la mobilisation cette année. Revenir avec vous sur quelques grands enseignements nationaux, donc qui surplombent un peu le type de territoire, pour voir un peu ce qui ressort au niveau national comme étant des grands enseignements sur le vélo. Et puis après, vous partager quelques analyses complémentaires par type de territoire, notamment pour répondre à la problématique initiale sur grande métropole versus petite ville, en lien avec la question de comment développer le vélo. Alors, donc sur ce baromètre des villes cyclables, donc, qui est dans sa 3e édition, une grande enquête consultation citoyenne nationale organisée avec le ministère des Transports, qui nous soutient dans cette démarche, et d'autres mécènes privés. On est vraiment sur un outil de consultation pendant 3 mois de la population française, qui est ouvert à tous les usagers et tous les citoyens, cyclistes aguerris comme non cyclistes, avec cette idée de pouvoir noter, évaluer, donner son ressenti à une échelle locale pour pouvoir réaliser des diagnostics vraiment locaux sur la question du vélo. Et puis nous, derrière, en tant que fédération, d'accompagner aussi la compréhension et l'analyse à l'échelle nationale pour confirmer ou infirmer des choses qu'on pourrait pressentir sur ce qui permet de créer un climat cyclable favorable au vélo, ou ouvrir de nouvelles réflexions sur des champs d'action publics, locales et nationales à mettre en place. Donc l'édition, cette année, l'enquête a eu lieu entre le 14 septembre et le 30 novembre, et les résultats ont été présentés le 10 février dernier à l'occasion du congrès de la fédération à Tours. Donc, cette enquête, cette année, donc, le diagnostic a été établi donc, sur la base d'un socle de 277 000 contributions individuelles, donc, qui était une augmentation importante par rapport à l'édition d'il y a 2 ans, avec notamment une part très, très majoritaire de personnes se déclarant cyclistes, réguliers ou non réguliers, et une part assez faible, mais qui reste intéressante, de 10% de personnes non cyclistes qui, là, pour le coup, eux, sont interrogés sur les freins à leur pratique et les obstacles qui font qu'ils ne peuvent pas se mettre au vélo, ou alors s'ils ne souhaitent vraiment pas se mettre au vélo, de pourquoi. Ce qui est intéressant de voir sur cette année 2021, c'est que surtout, en plus du nombre de réponses très important, en plus de contributions, on a surtout eu une croissance du nombre de communes qualifiées, et c'est là où ça va être intéressant par rapport au sujet, une croissance notamment portée, on le verra plus tard, par des territoires qui sont des territoires peu denses, des plus petites villes, ou beaucoup de communes dites de banlieue, donc avec 1625 communes qualifiées, c'est-à-dire avec plus de 50 réponses, soit une augmentation de plus de 100%, et plus de 8000 communes avec au moins une réponse de cyclistes, qui nous permet d'avoir vraiment une base nationale qui nous semble être intéressante. Donc là, je vous ai remis un peu la carte de la participation en France. Donc, il y a eu des participations évidemment massives dans l'absolu dans les plus grands centres urbains, mais des présences vraiment sur tout le territoire, hormis une part beaucoup plus compliquée à atteindre, notamment du fait de l'absence d'un réseau associatif fort dans ces endroits-là, qui sont la partie entre les Ardennes à descendre jusqu'au nord de l'Occitanie, donc là où on a un petit peu moins de présence, et ça sera un des objectifs principaux pour la prochaine édition, d'aller toucher aussi ces territoires. Et puis à droite, un peu plus difficile à lire, mais je vous remettrai les liens à la fin de la présentation, la carte des climats cyclables dans les petites villes et les bourgs et villages, avec notamment ce que vous voyez, une surreprésentation des territoires littoraux sur lesquels on pourra revenir plus tard. Donc, en plus de cette consultation sur des questions, à l'outil baromètre est adossé un outil cartographique qui permet de recenser notamment les points à améliorer en priorité, mais aussi les besoins en stationnement et les endroits où la situation s'est plus améliorée. Donc, on a pu réaliser comme ça la plus grande cartographie en France des besoins en aménagement et en stationnement, avec plus d'1 million, quasiment 200 000 points qui nous ont été remontés et qui sont maintenant dans une plateforme. Pareil, je vous mettrai le lien à la fin, et qui permettent de vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'il faudrait attaquer en priorité en tant que collectivité pour son action pro-vélo.
Alors, ça, là, on a les chiffres dans l'absolu. Quel était le profil des personnes répondant cette année? Alors, ce qui est intéressant par rapport aux éditions précédentes, c'est que de plus en plus, on a des personnes de genre féminin qui répondent, donc ce qui permet aussi de complexifier et de rendre encore plus intéressante la compréhension des résultats qu'on a du baromètre. On a aussi une démocratisation en termes de pratique et de fréquence de pratique, avec moins d'experts du quotidien fortement mobilisés sur les questions vélo et de plus en plus de personnes à la pratique occasionnelle et donc se rapprochant d'un profil un peu type français, puisqu'on est encore une nation ou un pays où la pratique du vélo est encore assez peu étendue, en tout cas dans sa version vélo du quotidien. Donc ça, c'était un des principaux enseignements intéressants sur le profil, une démocratisation des usages avec un peu moins de vélo-taffeurs et plus de personnes sur des profils loisirs qui ont répondu aussi. C'était intéressant pour les résultats qu'on verra ensuite, notamment sur les territoires petites villes et villes et villages, bourgs et villages, pardon. Et puis une démocratisation spatiale, comme je disais, avec une croissance du nombre de répondants qui est venue très massivement des communes de banlieue. Alors, c'est une catégorie un peu complexe qu'on pourra détailler après. Des petites villes, des bourgs et villages et des villes moyennes, et puis une baisse pour le coup du nombre de réponses dans les grandes villes, ou en tout cas une quasi-stabilisation, ce qui nous permet d'avoir du coup un socle de répondants qui s'est largement étoffé sur un critère spatial en France, et donc de pouvoir adresser les besoins de territoires plus divers. Alors voilà, maintenant donc là on a vu quel était le socle de réponse, quelles étaient les dynamiques entre les différentes années, notamment cette dynamique de démocratisation du type de répondant et du type de territoire sur lesquels on a un diagnostic qui a été apporté. Maintenant, quelles sont un peu les conclusions, les grands enseignements au national, des enseignements qui surplombent un peu les dynamiques territoriales et qui viennent nous dire ce que dit le baromètre en fait du vélo en France. Bon, déjà, il nous dit quelque chose qu'on sait déjà, c'est qu'on n'est pas un pays cyclable. On en est loin et c'est bien pour ça que l'État, les collectivités se mobilisent et devront encore plus se mobiliser dans les années à venir pour permettre d'inverser la tendance et atteindre nos objectifs de part modale qui sont, comme le rappelait Claire, de 9% en 2024 dans le plan vélo et de 12% en 2030 dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, comment mettre ça en place? On pourra voir derrière quelles sont les actions et les leviers principaux qui sont mis en avant par les répondants. Donc, un climat cyclable assez défavorable à la pratique du vélo et plus de 70% des communes qualifiées qui ont un climat qui a été remonté comme défavorable au vélo. Donc, on a vraiment un climat national qui est assez moyen, assez mauvais et plein de territoires sur lesquels la dynamique vélo est soit mal enclenchée, soit pas du tout enclenchée et où donc les usagers remontent à un climat défavorable. Dans les principales choses qui nous sont remontées comme étant les problématiques qui justement pèsent sur l'évaluation de ce climat cyclable et qui font que les répondants, les personnes répondantes mettent en avant un climat cyclable défavorable, c'est en premier la question de la sécurisation des trajets à vélo. Par ça, on entend principalement la question de l'infrastructure, d'une infrastructure confortable, sécurisée, maillée, séparée de la chaussée, avec vraiment un sentiment de sécurité quand on va sur son vélo. On verra notamment que ça touche certains publics encore plus que d'autres. Et donc ça, c'est vraiment la thématique sur tous les territoires qui est la moins bien notée, la question de la sécurité. Et c'est pas évidemment, comme je disais au début, c'est quelque chose qu'on pressent évidemment, puisque soi-même en tant qu'usager, on préfère être séparé de la chaussée et sur des pistes cyclables. Mais c'est vraiment quelque chose qui est remonté très massivement et qui impacte très fortement. Aujourd'hui, c'est la principale thématique la plus corrélée à la note globale, au ressenti global, c'est la question de la sécurité. Quand on note mal la question de sécurité, le ressenti global en pâtit. Passer donc cette question de la sécurité au global, en fait, on voit que c'est aussi un des freins majeurs à la remise ou à la mise en selle des non-cyclistes. Donc, je disais 10% des personnes répondantes ne sont pas cyclistes. Et donc, on les interroge sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous n'êtes pas cycliste. Et très largement, ce qu'ils mettent en avant, c'est la question de l'absence d'aménagement cyclable à plus de 56%. Alors, c'était une question à choix multiple, donc c'est pas cumulatif. Enfin, c'est cumulatif, pardon. À 56%, pas assez d'aménagement cyclable et à 54%, un sentiment d'insécurité, ce qui est vraiment très largement devant les autres questions qu'on a pu leur poser sur absence de service, sur je me sens pas, ma santé n'est pas assez bonne, trop de relief ou autre. On est vraiment sur ces questions et c'est vraiment là la mère des batailles, d'aller taper dans ce potentiel, dans ce réservoir à personnes qui aimeraient se mettre au vélo, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas. Cette demande latente de vélo qui est complètement bridée en raison de l'absence de politique de sécurisation des trajets à vélo.
Et puis cette question-là, elle est encore principalement mise en avant par les personnes donc, de genre féminin. Alors il y a plusieurs explications, là on pourrait vraiment aller chercher dans de la littérature assez intéressante qui est en train de se développer sur le rapport du genre au vélo, notamment le fait que les femmes sont les principales prescriptrices de mobilité. Pardon, j'ai un truc qui m'arrive devant la tête. Sont les principales prescriptrices de mobilité par rapport aux enfants, donc sont principalement celles qui emmènent les enfants à l'école et donc ont un rapport aussi beaucoup plus, comment dire, complexe à l'espace public, beaucoup plus où elles cherchent davantage la sécurité puisqu'elles peuvent mettre la vie en jeu de elles, mais aussi d'autres personnes dans le foyer et les enfants. Donc c'est notamment là-dessus que ça joue. Et donc aujourd'hui, on voit que sur ces questions-là, elles sont encore davantage demandeuses de sécurisation et de création d'aménagements cyclables. Et donc on a un vrai enjeu si on veut faire des politiques inclusives qui touchent tous les publics et notamment le public féminin, qui représente quand même 52% de la population française, de faire des politiques vélo qui soient qualitatives et qui répondent à ces besoins. S'agissant après donc d'un dernier renseignement sur la question du rapport aux autres modes de déplacement. On le sait, la question du développement du vélo est un sujet important. On le sait aussi, le vélo ne pourra pas tout, notamment dans des territoires peu denses où il peut y avoir des questions de rupture de charge, de trajets très chaînés avec des déplacements de 4-5 km, mais nombreux dans la journée par rapport à des cœurs de ville où on pourra avoir une certaine ultra-proximité qui peut être intéressante pour faire sa vie à pied ou à vélo. Donc, on a besoin des transports en commun. On a besoin aussi de certains modes partagés. Mais en revanche, la question de la voiture et du trafic motorisé, pour le coup, là, surplombe tout. C'est-à-dire que vraiment, la question du conflit avec les usages motorisés avec la voiture est la principale source génératrice d'insécurité pour les cyclistes, très très largement. Et donc, à politique vélo ambitieuse égale aussi politique de réduction de la place de la voiture, réduction des sources d'insécurisation, notamment intersections et ronds-points, qui sont les forts lieux de conflit d'usage. Il est vraiment essentiel de mener les deux politiques de front. Et l'autre politique à mener en complément, c'est celle de la complémentarité marche et de la complémentarité transport en commun, où là aussi, on voit qu'aujourd'hui, malgré les avancées qu'on a pu avoir sur la LOM, la question du stationnement des vélos en gare reste principalement mise en avant comme étant compliquée à 60%, et la question du conflit avec les piétons qui est de plus en plus intéressante, notamment dans des cœurs urbains, puisqu'on voit que certains aménagements qui ont été mis en place il y a 10, 15, 20 ans, par exemple, on pense à Paris au fameux boulevard Magenta, qui est un vrai nid à conflit. Ces aménagements-là, aujourd'hui, ne passent plus, sont complètement créatrices d'un conflit artificiel entre marche et vélo. Et donc, on a besoin d'adresser ces sujets complètement en complémentarité. Et donc, ça reboucle avec le premier sujet, qui est donc la réduction de la place de la voiture dans les territoires. Après, voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste, pardon, j'ai pas mal parlé, je pense. Ça va, tu n'as pas débordé si tu veux. J'ai quelques points en plus que je peux aborder, alors qui ne sont pas dans les slides, mais que vous pourrez retrouver notamment sur le site du baromètre, notamment dans notre dossier de presse. Et derrière, là, on a un sujet sur métropole versus petite ville. Donc, on s'interroge de savoir, là, j'ai fait vraiment les enseignements qui surplombent un peu tout au national maintenant. Qu'est-ce qu'on voit dans ces catégories, donc de petites villes que nous, on a classées comme étant des villes entre 5 et 15 000 habitants, les villes moyennes étant les villes entre 15 et 100 000 habitants, qui restent toutes, des villes soit centres, soit des villes isolées. Donc, on ne parle pas de communes de banlieue qui feraient 15 ou 100 000 habitants. On est vraiment sur des villes qui ont ce rôle de génératrice de mobilité, où généralement, elles ont un pôle d'influence. Généralement, c'est celles qui peuvent récupérer les services publics, ont une certaine activité commerciale et donc ont une certaine zone d'influence autour, notamment sur des territoires ruraux. Donc, on a les petites villes, les villes moyennes, les bourgs et villages, donc qui sont à moins de 5 000 habitants, et puis donc les communes de banlieue qu'on a extraites de l'analyse dans une catégorie pure. Et donc là, je vais traiter de ce qu'on a vu, nous, dans l'analyse par rapport aux petites villes, donc ces villes de 5 000 à 15 000 habitants, et puis par rapport aux cœurs urbains des grandes villes, des cœurs de métropole, et de voir ce que chacun met en avant dans ces territoires. Donc sur la catégorie petite ville, il y en a 916 en France qui rentrent dans notre catégorie. Nous, on en a eu 353 qui étaient qualifiés donc, au baromètre, donc sur lesquels on a pu faire notre analyse.
Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de proximité avec la catégorie des bourgs et villages. Donc, les petites villes se rapprochent quand même dans leur façon d'envisager la mobilité comme des bourgs et des villages, donc vraiment des villes de peu de densité. On voit aussi que pour ces catégories petites villes, celles qui ont mis en place une politique de tourisme à vélo sont celles qui aujourd'hui sont les mieux reconnues. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur ma carte avec notamment beaucoup de communes littorales le long de la Vélodyssée. Et donc, c'est vraiment celles qui ont su en fait se saisir aussi de financements européens pour ce type de projet-là, qui permettent de créer une infrastructure cyclable qualitative, confortable, agréable, qui derrière, il y a tout cet enjeu de comment on traduit ça maintenant en vélo utilitaire, en pratique quotidienne pour des déplacements au quotidien. On voit que dans ces territoires de petites villes, l'envie du vélo, elle se diffuse massivement. C'était une des principales sources de croissance du nombre de réponses cette année, et aussi sur des pratiques utilitaires. Donc là, on a 3 fois plus de petites villes cette année qui sont classées au baromètre qu'il y a 2 ans. Et donc, on espère que pour notre prochain baromètre, ce sera vraiment un des objectifs principaux d'aller travailler ces territoires. Ce sont souvent des pôles de services de proximité, comme je le disais, et donc elles suscitent des attentes qui sont plus marquées que dans les territoires vraiment ruraux et dans les villes, vraiment les bourgs et villages qui sont plus petits. Donc, on a des notes qui sont un peu moins bonnes et il faut vraiment qu'on aille chercher comment traiter, notamment la question de la sécurité, qui est une des principales choses mises en avant, qui est très mal notée. Et la question du confort notamment de l'infrastructure, qui pareil là est assez mauvaise. Donc ça, c'est pour les petites villes. Et donc là, les communes qui étaient principalement mises en avant étaient Saint-Jean-de-Mont en Vendée, Val-de-Reuil en Seine-Maritime ou dans le Calvados, je ne sais plus, je me trompe, et Marseillan dans l'Hérault. Donc des communes qui ont vraiment réussi à mettre en place des politiques intéressantes. Et par rapport aux grandes villes, alors, je ne sais pas si c'est, selon les personnes, c'est soit une surprise, soit au contraire quelque chose qui est complètement intégré et déjà compris, c'est que c'est la catégorie qui est la mieux notée du baromètre. Et assez largement, en fait, on se rend compte que les grandes villes sont vraiment les têtes, les figures de proue du développement du vélo en France. C'est celles qui ont mis les politiques publiques en place les plus ambitieuses. Et donc, ça se ressent dans la réponse des usagers et des personnes qui ont répondu à l'enquête. C'est que c'est les grandes villes qui vraiment sont les têtes de gondole du développement du vélo en France, notamment sur les questions des efforts de la commune, les questions des services vélo qui, pour le coup, sont très largement mis en avant dans ces villes-là. On pense à la fois aux services de location de vélo courte, longue durée, on pense aux services de stationnement, la réparation de vélos, soit sous format associatif, soit sous format lucratif d'ateliers de services de réparation privés, et puis l'achat de vélos, les Vélo6 qui se développent massivement, notamment à la faveur du déconfinement. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est intéressant à voir. On a la mise en service progressive de réseaux cyclables qui sont de plus en plus qualitatifs, on le voit, avec des annonces qui sont faites dans toutes les plus grandes métropoles de plans vélo très ambitieux avec des montants d'investissement qui rejoignent ceux portés par l'ADEME et par la FUB, qui sont des niveaux au-dessus de 30 € par habitant et par an d'investissement dans l'infrastructure cyclable. Donc, on voit que les choses se développent. Et puis forcément, les questions, les problématiques qui se posent dans les grandes villes de congestion du trafic, de pollution de l'air, de conscience environnementale et ce sujet de comment on transforme la mobilité dans les cœurs urbains, fait que les grandes villes en fait n'ont pas d'autre choix que de s'engager dans cette transition mobilitaire et le développement du coup des modes actifs, favorisés notamment par la densité assez forte de la pratique. Le seul point vraiment à noter et quelque chose qui remonte très largement, c'est évidemment la question du conflit avec le trafic motorisé qui est plus dense en cœur de ville, et encore une fois la question du conflit d'usage avec la marche qui là pour le coup est aussi principalement mis en avant. Voilà. Merci beaucoup Thibaut. En rebond sur une des questions de Geoffroy auxquelles Claire a commencé à répondre sur les enjeux sur les territoires ruraux, semi-ruraux, où on oublie parfois qu'effectivement, même sur ces territoires, il y a beaucoup d'enjeux de courts trajets de moins de 5 km ou de moins de 10 km qui, quand on regarde en kilomètres, sont souvent accessibles à vélo. Je voulais rebondir sur un des points que tu soulignais, qui est que le socle du développement du vélo, et on l'a vu parce que c'est ce qui a créé son développement post-confinement, c'est l'infrastructure, c'est le fait d'avoir des pistes cyclables, c'est le fait de se sentir en sécurité, voire en confort quand on utilise le vélo. Donc l'enjeu, il est commun dans les grandes agglomérations, dans les zones rurales. C'est certainement
ce qui est déployé, c'est-à-dire concrètement quel projet, parce que les enjeux à l'intérieur d'une grande agglomération, c'est de se sentir en sécurité par rapport à un trafic dense, c'est d'avoir la capacité de me déplacer dans des zones sécurisées pour me protéger on va dire globalement, quand on regarde la sécurité routière, de petits accidents. Parce qu'on le sait que l'accidentologie la plus grave à vélo, elle se trouve en zone rurale et en semi-rurale, parce qu'on est sur du commuting entre deux bourgs, entre deux villes. Et on le vit d'ailleurs cette semaine, Asphalt, on est en semaine off-site cette semaine, et en Belgique, on est en territoire de vélo dans les Monts des Flandres, et on va faire nos courses d'une ville à l'autre par des pistes cyclables qui sont à 5-6 mètres à droite de la route principale. Donc, et aucun problème. Et même le soir, il fait noir, on le fait. On devrait faire la même route sur la route, on ne le ferait pas. On serait à risque, et c'est exactement là où l'accidentologie la plus grave se pose, le soir, sur ce genre de route. Et donc, j'apporte une réponse, mais j'apporte aussi le point au débat, aussi bien pour Claire que pour Thibaut. Geoffroy qui nous posait cette question, c'est quoi les enjeux pour justement cette population? C'est beaucoup de choses qui se passent entre les villes, et peut-être que c'est encore quelque chose qu'on pourra creuser lors d'un prochain baromètre, parce que quand on regarde ville par ville, on adresse un peu moins bien ces enjeux du commuting entre villes, surtout pour les zones rurales. Mais par contre, c'est bien toujours le socle, un enjeu d'équipement, de sécurisation, de pistes cyclables, qui est la base de tout notre développement. C'est un peu comme si les routes n'existaient pas pour les voitures. Voilà, exactement. En fait, là, c'est intéressant. Alors, à la fois sur l'évolution de l'outil baromètre, c'est clairement une question qu'on se pose, qui est intéressante, de savoir est-ce que c'est le baromètre qui permettra justement d'aller traiter ces questions en fait intercommunales qui sont clairement tout à fait pertinentes. Et c'est là aussi où le pouvoir politique, administratif en capacité de faire de la politique cyclable, maintenant, il se trouve largement au niveau de l'interco. Donc, ce serait intéressant de voir comment on fait évoluer l'outil ou comment on en construit un autre qui permettrait de traiter cette question-là, même si aujourd'hui, l'analyse commune par commune, l'identification des points noirs permet de faire des analyses à l'échelle de bassins de mobilité où on peut reprendre les données, les croiser et déjà commencer à produire des analyses, mais comment on le facilite par un outil comme le baromètre. Donc, c'est en effet très intéressant. Je te rejoins complètement sur la question aujourd'hui du développement du vélo en milieu rural et notamment la question des liaisons intercommunales. Comment on les sécurise? Ça, c'est un enjeu qui est énorme, qui est un enjeu très, très, très intéressant et tout à fait, c'est très pertinent de parler notamment des exemples belges et généralement flamands et puis à remonter après aux Pays-Bas. On a vraiment ces routes départementales qui sont réduites souvent à 70 km/h avec à côté, sur le bas-côté, des pistes cyclables vraiment sécurisées qui permettent cette pratique utilitaire. Aujourd'hui, l'accidentalité en France, elle se fait évidemment largement hors agglomération. Après, sur des pratiques sportives, très, très largement, c'est la pratique sportive, puisqu'en fait, hors agglomération, on fait déjà un peu de pratique utilitaire et que la pratique sportive, en fait, se fait en total partage de voirie avec un différentiel de vitesse qui est énorme et qui est mortel et accidentogène. Quand on roule à 80 km/h, on a un risque de mort au moment de l'impact qui est absolument énorme. Et donc, c'est vraiment là-dessus que ça se fait. Et en plus, ça touche principalement des hommes et des hommes de plus de 65 ans. Donc, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui est assez tu. Et donc là, la sécurisation de l'infrastructure pour ces pratiques, alors les sportifs voudront peut-être rester au milieu de la route parce qu'on y va plus vite, mais en tout cas, pour le développement et la réduction vraiment de ces problématiques d'accidentalité, il y a un vrai enjeu à développer des liaisons intercommunales sécurisées. C'est une des propositions qu'on porte, nous, à la FUB dans le cadre des élections de 2022 et dans le cadre de notre livre blanc qui est sur notre site, qui revient sur les 10 mesures prioritaires pour un nouveau plan vélo. Cette question-là, elle est vraiment mise en avant. Puis il y a la question aussi aujourd'hui, la voirie, la route dans l'imaginaire collectif et d'autant plus dans l'imaginaire des espaces peu denses. Et la route est forcément affectée à un usage 100% pour la voiture, un usage motorisé. C'est-à-dire qu'on ne se l'imagine pas être autrement. Alors la rue, on a compris maintenant qu'en ville, on pouvait l'utiliser pour autre chose que la voiture, c'est bien. Mais la route aussi, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut l'affecter à des modes actifs. Et donc ça rejoint une proposition, notamment du forum Vie Mobile, qu'on trouve assez intéressante et qu'on travaille avec le réseau de collectivités Vélo et Territoire, qui est celle de se dire comment on pourrait à terme aussi affecter de la voirie existante, notamment en territoires ruraux, des chemins communaux très peu utilisés, certaines routes, parce qu'on a le plus gros réseau, le plus gros maillage routier en France, comment on pourrait l'affecter aux modes actifs
ou en tout cas arrêter le trafic de transit comme dans les zones de trafic à limiter. Comment arrêter le transit sur ces espaces, ces routes, pour les affecter aux modes actifs et vraiment leur donner une pleine place et réaffecter l'usage. Nous, c'est quelque chose en tout cas sur lequel on réfléchit, et je pense qu'il serait intéressant pour justement répondre à ces besoins de sécurisation, même en milieu peu dense, même dans les petites villes, même dans les bourgs et villages, où ces choses-là sont mises en avant. Donc, c'est qu'il y a un vrai sujet, et en fait, le sujet, c'est… J'aimerais rebondir là-dessus. Effectivement, en France, on a 1 million de kilomètres de routes. C'est la première longueur linéaire de kilomètres d'Europe. En comparaison, l'Allemagne est bien plus loin que nous. Et la majorité des routes, ce sont des routes communales, départementales et intercommunales. On n'a pas un réseau national très, très dense, et le ministère des Transports n'est responsable que du réseau national. Après, ce sont les communes, ce sont donc les élections municipales qui sont en charge de ça. Enfin, donc, je remets la question au centre du débat sur les élections présidentielles, c'est intéressant, mais l'État n'a plus ce pouvoir, l'a complètement décentralisé. Là, une dernière fois, il y a une loi 3DS sur la décentralisation. Donc vraiment, cet enjeu local et de débat local est important. J'ai appuyé sur le sujet tout à l'heure. Pour en revenir en termes de densité, on est ex-aequo premier avec la Belgique en termes de densité de routes. Et à titre de comparaison, aux États-Unis, ils ont juste 6 fois plus de longueur de kilomètres de route qu'en France. Juste 6 fois plus. Et on n'est pas juste 6 fois plus gros, 6 fois plus petit, pardon, en termes de pays. Et pour vous indiquer aussi que je reviens sur le débat. Est-ce que il y a une sorte de problématique liée à l'acceptabilité, est-ce qu'on est prêt à fermer des routes aux voitures? C'est un vrai sujet. Il y a une question de cartographie, de connaître aussi les habitudes. Donc, je vous ai mis en lien dans le chat, le dernier rapport du comité scientifique sur l'étude des comportements des Français en termes de mobilité. Il y aura un deuxième rapport qui suivra à la fin de l'année. C'est une première étude. On a vraiment besoin de développer cette connaissance fine, et l'ouverture des données, le big data, permet vraiment de le connaître de plus en plus pour peut-être imaginer effectivement des infrastructures qui soient réutilisées pour des modes plus pertinents. Ça aurait un double avantage, c'est que ça coûterait beaucoup moins cher d'installer 2 panneaux en mettant interdit aux voitures que financer des nouvelles infrastructures routières, sachant qu'en plus, on le dit pas souvent, mais c'est des zones d'artificialisation. C'est-à-dire que la biodiversité ne bouge pas sur le bitume. Enfin, je pense que tout le monde en a conscience, mais c'est mieux en le disant. Donc, on a cette densité très forte. Dernièrement, j'avais échangé avec Météo France. Il y a un impact aussi dans les modèles climatiques entre du sol humide et du sol où il n'y a pas d'humidité possible. Donc, ça a un impact aussi direct local sur la géothermie. Donc, il y a beaucoup de connaissances à développer, mais aussi d'interrogations, de mettre en débat des choses assez disruptives. Peut-être que c'est pas ça le point. Mais on peut vraiment se poser la question aussi en termes de comparaison avec d'autres pays, avec effectivement des sociétés vélo type Allemagne ou pays nordiques. Pourquoi eux ils sont à 12%? Quelles sont leurs infrastructures? Quel est en différentiel, quelles sont leurs habitudes, etc. Donc ça, c'est un point important, sachant que je pense qu'en termes de métropole et de petites villes, on peut peu ou prou se dire qu'on commence à avoir des activités similaires et qu'on peut trouver des villes types, quelle que soit leur place en Europe. Et bien sûr, au niveau inter-ville moyenne et territoires ruraux, c'est important. Je vais juste revenir sur la question du rôle de l'État, quand même, sur la question des liaisons intercommunales dont on parlait. Moi, je vois 3 niveaux d'intervention par l'État, et c'est pour ça que pour nous, il y a évidemment une responsabilité des collectivités qui est extrêmement importante, et puis c'est eux qui, derrière aussi, ont ce travail de créer l'acceptabilité et de créer leur projet de territoire. L'idée n'est pas de leur imposer quelque chose.
Mais l'État, donc via notamment le Fonds Mobilité Active, cofinance auprès des collectivités et notamment peut cofinancer auprès de collectivités qui n'auraient pas assez d'argent ou assez de moyens d'ingénierie pour mettre en place une politique vélo seule. Donc c'est là où il y a un vrai intérêt, notamment en milieu rural et sur des investissements qui coûtent cher, des investissements vraiment de rupture où on doit faire de l'ingénierie lourde avec des travaux publics qui coûtent cher. La question de la contractualisation, qui est quand même assez importante, notamment sur les contrats plans État-région et sur, il y a eu les contrats de relance de transition écologique, où là aussi on contractualise sur du moyen long terme avec des collectivités, en l'occurrence des régions, sur des projets de territoire assez larges, avec une visibilité importante et sur des montants aussi qui sont importants, et où on pourrait adosser certaines règles, ou en tout cas favoriser la mise en place, peut-être sur certains territoires, au moins en premier temps de territoire pilote, de mise en place de ces liaisons intercommunales dont on manque en France, ou en tout cas sur lesquelles on n'est vraiment pas en avance. Et puis aussi sur la question de la loi, des propositions qui sont faites depuis assez longtemps, mais qui manquaient peut-être un peu d'instruction, qui sont la question de, en l'absence d'aménagement de liaisons intercommunales sur les routes départementales ou communales, d'envisager l'obligation d'une limitation de vitesse des routes, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple en Belgique, où les routes, enfin côté Flandre en tout cas, où les routes sont à 70 km/h avec des aménagements cyclables, de donner un peu ce côté carotte et bâton, c'est-à-dire si vous mettez un aménagement cyclable sécurisé, une liaison intercommunale, écoutez, vous pouvez laisser votre route à 80 ou 90, mais sinon vous la baissez au moins à 70 pour s'assurer que la cohabitation des usages puisse un peu mieux se faire. Donc je vois aussi un rôle qui peut être fait là-dessus de travailler avec les collectivités, mais aussi côté État de pouvoir les pousser à un peu plus d'ambition, et puis aussi aider à guider la chose pour que la politique nationale puisse fonctionner. Je reviendrai sur la dernière mesure. Je pense que vous vous souvenez qu'il y a eu un abaissement des routes à 80 km/h, au niveau de la vitesse. Ça a créé quelque part le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que personne n'a oublié, même s'il y a eu la crise sanitaire depuis. Il y a vraiment un enjeu d'acceptabilité, de travailler dans les territoires sur ces questions d'acceptabilité. Donc, c'est pas en imposant un 70 km/h par l'État qu'on va régler le problème, surtout avec la hausse des carburants. Donc, il y a vraiment cette mobilisation. Alors, je dis pas l'État a sa part de responsabilité, mais l'État ne peut pas imposer, tout comme ça a été le cas aussi, si vous vous souvenez, dans le précédent quinquennat, où il y avait eu les fameux portiques pour les taxes carbone. Donc c'est vraiment des enjeux d'incitation, de prise de conscience, de revenir aux éléments clés. Je veux dire, 2050, c'est dans 30 ans. Dans 30 ans, probablement, on sera encore là. Dans 30 ans, on vivra des étés à 50 degrés tous les étés. C'est pas possible. Ouais. Il faut revenir à cette conscience et éveiller la conscience citoyenne et la conscience individuelle. Moi, je pense que typiquement, il pourrait y avoir aussi des aides de diagnostic mobilité faites auprès des particuliers. Ça éveille la conscience parce qu'on a besoin de cela. Sinon, toute mesure, qu'elle soit bonne théoriquement, ne pourra pas s'appliquer. Diagnostic ou on croit, l'expérience que l'on a avec Asphalt auprès des entreprises, c'est aussi cette notion de test. C'est parce que changer de mobilité, souvent, c'est essayer, c'est l'adopter. Et je rebondis, on va être obligé de clore sur la dernière question qui est: est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de temps pour se rendre au travail à vélo plutôt qu'en voiture ou se rendre à la gare? Cette question-là, elle se pose plus pour les personnes qui ont essayé pendant quelques jours de basculer. Et parce que c'est surtout des questions d'habitude. Et puis on se rend compte qu'il y a un équilibre aussi plaisir. Parce qu'au-delà de cet effort qu'on peut faire pour la planète, pour le territoire, etc., on prend plus de plaisir le plus souvent à faire du vélo qu'à se retrouver dans sa voiture dans les bouchons. Et cette bascule-là, elle vaut bien les 1, 2, 3 minutes que parfois sur certains territoires on peut mettre en plus à vélo qu'en voiture. Je tenais vraiment à vous remercier tous les deux, Thibaut, Claire, de nous avoir accordé votre temps ce matin. Avec une actualité chargée, c'était pas facile de placer ça dans vos agendas, mais encore un très grand merci. Merci à tous les participants. Merci. Le replay sera disponible sur notre site et sur notre chaîne YouTube d'ici demain certainement, en tout cas la semaine prochaine, et on le publiera sur les réseaux sociaux. Les débats peuvent continuer par chat, par question depuis notre site ou justement sur la chaîne YouTube, et s'il y a besoin, on relaiera également ces questions auprès de Claire et de Thibaut.
Si vous avez un dernier mot, bienvenue, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous tous et à la prochaine qui est du coup en mars. Sans un mois. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir à tous. Comment je fais? Tac, 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 quitter. Bonne journée. Au revoir.